Ah, les gens s'inquiètent parce qu'il n'y a pas de son. Mais non, en fait, il y a du son, regardez. Il y a du son, il y a même de l'image. Hop, voilà. Faire comme ça. C'est même la revue de presse du monde moderne. Un œuf. Eh ouais, un œuf. A petit Dumpty sat on a wall. Vous savez, c'est cette chanson sur un petit Dumpty, le petit œuf. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Un œuf qui s'est pas explosé. Hein. Il s'est explosé un peu plus loin. Je vous lis la scène relatée dans Le Parisien. Attention. Alors Macron ne veut pas en faire trop non plus. Hein. Ce n'est qu'un œuf. Attention, tout ça. Mais tout de même, voilà ce qu'on peut lire dans cette histoire d'œuf. À Lyon, Macron, un jet d'œuf et des bravos. C'était au CIRA, Salon international de la restauration. Il est 11h57. 55, pardon, faut être un peu précis quand même. Il est 11h55 quand un jeune homme, bermuda jaune et polo noir tacheté de blanc, balance un œuf sur le président de la République en plein bain de foule lors du salon CIRA, l'un des principaux rendez-vous internationaux de la restauration et de l'hôtellerie. Le projectile touche l'épaule du chef de l'État, sans éclater, sans éclater, point. Puis, non, sans éclater, virgule, puis s'écrase au sol. Deux CRS en civil maîtrisent immédiatement le visiteur qui n'oppose pas de résistance. Il est exfiltré. Encore un qui veut se faire remarquer et passer à la télé, proteste une exposante qui était là pour toucher Macron. Parce qu'il a une belle énergie, Macron, hein, c'est vrai. Il a une belle énergie, alors on aime bien l'approcher quand on a plus de 60-65 ans. Emmanuel Macron lance, lui, à ses équipes. S'il a un truc à me dire, qu'il vienne. Il insiste. J'irai le voir après. Allez le chercher, ce gredin. Ça manque, mais il aurait pu dire. Ce malotru, ce malandrin. La rencontre n'aura pas lieu. Présenté par des sources sécuritaires comme un militant d'extrême gauche, inconnu de la justice, il est emmené à la sécurité départementale pour une garde à vue immédiate. Le président poursuit son déplacement entre selfie et dégustation de foie gras. Emmanuel Macron avait déjà été ciblé par un jet d'œuf en mars 2017, en pleine campagne présidentielle. C'était à Montreuil, pas très loin. En juin dernier, il avait reçu une claque lors d'un déplacement dans la Drôme. Je condamne le geste contre la personne du président. C'est Jean-Luc Mélenchon qui dit ça. Aucune violence physique n'est acceptable en démocratie. Les problèmes avec Macron se règlent à coups de bulletin de vote. Certes, mais cette violence, d'où vient-elle, hein? D'où vient-elle? Pourquoi tant de violence? Pourquoi jeter un œuf à un président de la République si ce n'est pour dire « casse-toi, tête d'œuf ». En tout cas, un type de carcasse lui enverra une bonne boîte de cassoulet. Pas le même effet, quoi. Paf! Aïe! Non, mais l'œuf n'a pas explosé. Il est tellement fort, Macron. Vous vous rendez compte? On a quand même le meilleur président du monde. Quelle chance on a. Quelle chance. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte parce que vous êtes des ingrats, mais on a quand même une chance. Un truc, c'est dingue. Une brique. Non, faut pas. C'est dans les urnes, on vous a dit. Salut les gars. Salut les filles, salut tout le monde. Ouais, donc voilà. Donc vous avez tous vu, hein, bien sûr, c'est ce jet d'œuf incroyable. Que dire je ne sais que dire en réalité, à part bravo, hein, bravo Emmanuel Macron d'avoir su, comme ça, avec tact, hein, ne pas prendre l'œuf qui ne s'est pas explosé, et puis d'avoir voulu discuter, hein, avec ce malotru qui a fini dans les geôles, bien sûr, du régime. Et c'est juste, je crois, parce qu'on n'attend pas comme ça à l'intégrité physique du président de la République. Tu lui balances une urne. C'est chaud. Salut Kika. Kika qui fait la modération. Bonjour. Salut Dracula Cowboy. Alors c'est la revue de presse du monde moderne. Vous êtes déjà plus de 200, on commence à peine. N'hésitez pas à dire qu'on commence, hein, que c'est la meilleure revue de presse quand même de la matinale, parce qu'on y est à la fois bienveillant, plein de sarcasme. On aime aussi ici des moments de partage sincères. Et la sincérité, on va en parler ce matin dans la revue de presse, avec notamment cette campagne, hein, qui n'en finit pas de commencer. On parle de radicalité, mais la radicalité ou l'extrême, qu'est-ce que Zemmour et Sandrine Rousseau ont en commun? Rien, mais pourtant on les met l'un à côté de l'autre dans les médias. Et puis, est-ce que vous en avez marre de voir Éric Zemmour matin, midi et soir? Levez la main ceux qui en ont marre. Je vois certains qui lèvent la main.
Et d'autres qui disent, mais Alexis, pourquoi tu critiques Éric Zemmour? Mais parce que c'est une fraude de plus, c'est tout. Et que si je déçois beaucoup qui me suivent parce que je critique Éric Zemmour, parce qu'il y en a qui me suivent, qui aiment bien Zemmour, je leur explique qu'ils seront encore plus déçus par l'homme providentiel que prétend être Zemmour si jamais celui-ci devait être candidat et élu. Donc j'essaye de montrer la forfaiture avant qu'il soit trop tard. Zemmour égale Macron, absolument, à peu près. C'est à peu près. Sur la politique économique, ce sera pire, ce ira encore plus loin, c'est-à-dire que c'est un retour dans les années 80 du reaganisme et du thatcherisme débridé, plus de précarité, plus de compétition de tous contre tous, une rémigration impossible qui courrait à la guerre civile si elle devait être mise en place, et puis c'est surtout l'assurance de prendre les gens encore plus pour des cons, puisque sur le niveau européen, Zemmour est tout à fait pour l'euro et pour Bruxelles tel que Bruxelles est aujourd'hui, et il se dira incapable de changer quoi que ce soit, malheureusement, car les institutions internationales sont trop bien faites, mais il aura réussi, pour sauver son petit égo malade, d'être élu, peut-être président de la République. Qui sait? C'est qui Zemmour, un rappeur? Ce serait mieux s'il faisait du rap, ouais. Il fait des livres. Enfin bref, ici on va en parler malheureusement, puisque c'est la revue de presse, et que la presse l'adore. Je ne sais pas pourquoi, mais la presse l'adore. Hier, Brunet défendait Zemmour sur LCI. Russell Krief lui a fait une interview. Tout le monde dit « Oh, c'est génial, il arrive même à parler d'économie. Il est génial, ce type est génial. » Qu'est-ce que c'est beau d'être un candidat officiel du système anti-système. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, parlons du vrai. Parlons pas du faux dans le Figaro. Macron cherche à retrouver l'élan de 2017. C'est en couverture du Figaro. Face à l'émergence de personnalités clivantes, comme Sandrine Rousseau et Éric Zemmour, j'en parle à l'instant, le président veut donner son propre souffle à la campagne. Alors que les discours des candidats se durcissent, Macron, qui parcourt la campagne quotidiennement, sans être candidat, le mec fait des promesses tous les jours à une profession, des gens, il arrive. Bonjour, oui, bien sûr, je m'engage personnellement à venir signer votre chèque là, dès que vous votez pour moi en 2022. Je m'y engage personnellement. Vous aurez une prime de 5,58 € si vous votez pour moi. Voilà, c'est à peu près ça. Et par contre, il faudra rembourser la dette. Et oui, le gaz a augmenté de 12,6%. Oui, mais ça, c'est de votre faute aussi, parce que vous allez voir après le Parisien qui nous explique comment faire des économies d'énergie, être un peu moins dépensier. Parce que c'est notre faute, on fait vraiment n'importe quoi. Bref, alors, retrouver la radicalité qui s'exprime bruyamment ne correspond pas aux attentes réelles du pays, plaide-t-on dans l'équipe présidentielle. On est persuadé que les Français, même s'ils s'en préoccupent, n'ont qu'un appétit modéré pour la décroissance, la rupture avec le capitalisme, les propos excessifs. C'est vrai les Français, ça? Vous voulez pas rompre avec le capitalisme? Vous voulez pas la décroissance? Vous voulez pas vivre heureux? Pour une fois, dire finalement, et si on allait chercher l'argent des riches et que vous faisiez n'importe quoi avec? C'est bien ça, non? Non. Non, les Français aiment se flageller, ils aiment travailler jusqu'à 70 ans, ils aiment rembourser la dette, ils aiment que leurs enfants ne puissent pas faire d'études parce que c'est trop cher. Ils aiment aussi être sur liste d'attente pour les HLM parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, vous allez le voir. Ils aiment aussi qu'on passe leur temps à leur dire ce qu'il faut faire parce qu'ils font n'importe quoi les Français. C'est vrai ça. Ça c'est un peu le pari de Macron. C'est ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Être sûr que la majorité silencieuse va continuer d'être bien silencieuse. Ça peut marcher, ça peut marcher. Merci les nouveaux followers. N'hésitez pas bien sûr à dire que la revue de presse a commencé, à partager ce lien, à aller sur Patreon pour financer le monde moderne parce qu'on a besoin de vous. C'est chaque mois, vous pouvez donner 1 €, 2 €, 3 €, ce que vous voulez. Mais plus vous êtes de fous, plus nous, on va pouvoir développer les contenus. Voilà. Merci beaucoup. Kika, il est là, le lien Patreon. Là, comme j'ai un léger retour qui n'est pas le bon, je fais comme ça. Donc il est là. Aucune idée. J'ai l'air con. C'est super. Bref, vous le voyez sur l'écran. Alors, désolé pour pour ceux qui ne sont pas habitués. Macron revendique la radicalité originelle. Ça, c'est le Figaro. Face à l'émergence de personnalités comme Sandrine Rousseau ou Éric Zemmour qui affichent leur radicalité, le président cherche le bon ton en vue de 2022. C'est François-Xavier Bourmeau qui nous explique
le risque d'un nouveau procès en arrogance. La présidentielle et les législatives vont se jouer sur un clivage entre ceux qui assument la complexité, la raison, la science, une forme de modération verbale et politique, et ceux qui jouent des effets de polémique et de division. Ça, c'est Clément Beaune. J'aurais dû le dire comme ça, en fait. Clément Beaune, c'est le secrétaire d'État aux Affaires européennes qui a une patate chaude dans la bouche. En politique, on ne peut pas disqualifier ses adversaires par principe. Il n'y a pas ceux qui ont toujours raison face à ceux qui ont toujours tort. Non, c'était Gabriel Attal. Décidément, j'ai toujours un temps de retard sur l'article du Figaro qui cite après ceux qui disent des conneries. Bon, alors, pas question de prendre le risque d'un nouveau procès en arrogance pour la Macronie en général et Emmanuel Macron en particulier, lequel tente de regarder avec distance la radicalisation des discours à l'aube de la campagne présidentielle. Il va jouer le candidat de la raison. Le mec qui a éborgné sans compter, qui a mutilé sans compter, qui a fait une répression d'État comme on n'a jamais vu lors des manifestations des Gilets jaunes, va se poser comme le candidat de la raison. C'est beau, hein? Le mec qui veut saper les retraites, saper l'assurance chômage, foutre en l'air ce qui reste d'État social, c'est le candidat de la raison. Le mec qui est banquier d'affaires, qui est totalement vendu au lobby d'argent, notamment BlackRock et tous les fonds de pension internationaux, qui est en train de vendre le pays à la découpe, va être le candidat de la raison. Mais comment on peut tomber dans une arnaque pareille? Je ne sais pas. Alors, 4 millions de téléspectateurs pour le débat Mélenchon-Zemmour, c'est autant que L'amour est dans le pré. Et c'est 2 fois moins que The Voice, observe un proche du chef de l'État. Et c'est quand même, certes, c'est un bon score, mais c'est quand même moins que The Voice. Eh ben, voilà le genre, voilà les mecs, ce qu'ils pensent dans leur tête, dans les petits cabinets ministériels et tout. Ils regardent les audiences et ils disent « Non, mais c'est moins que The Voice. C'est pas grave. De toute façon, les cons, ils continuent de regarder The Voice. Pardon, les citoyens. Ça intéresse personne, la politique. Non, ce qu'ils veulent, c'est Macron doudou, Macron gentil. Macron, tiens, donne-moi ta main. Ah, mais tu m'as coupé la main. Ben oui, mais c'est la raison. C'est mieux comme ça. Tu crois pas en la science? Regarde, on va te mettre une main en plastique toute neuve. C'est fait par une start-up française, c'est bien. Regarde, tu peux bouger tes doigts maintenant. C'est vachement bien, Ça, c'est la science. Voilà. Tu voteras pour moi? 5,58 €. Voilà. Je fais le chèque moi-même, bien sûr. C'est de cet acabit-là. Cette radicalité qui s'exprime bruyamment ne correspond pas aux attentes réelles du pays, plaide-t-on dans l'équipe présidentielle, où l'on est persuadé que les Français, même s'ils s'en préoccupent, n'ont qu'un appétit modéré pour la décroissance ou la rupture avec le capitalisme, c'est ce que je vous disais à l'instant. Bayrou, par exemple, a dénoncé dimanche son obsession sur l'identité et sur les prénoms, en le comparant, sans le nommer, au dictateur Mobutu dans le Zaïre des années 70. Ce qui n'empêche pas le chef de l'État d'observer de près ce phénomène de radicalisation, et surtout, plus étonnant, d'en revendiquer la paternité. La radicalité, c'est d'attaquer le problème à la racine. Et c'est ce que fait Emmanuel Macron depuis 2017, sur la fiscalité, sur l'école, sur l'Europe. C'est une révolution qui portera ses fruits à l'horizon dans 3, 5, 10 ans, assure un conseiller du président, en allusion au titre du livre qu'Emmanuel Macron avait publié durant la campagne de 2017. Le mec, tu fais pas plus baigné chimiquement pur dans le système, mais le mec est radical. Oui. Ah oui, il est radical, dans le chimiquement pur, radicalement chimiquement pur. Le système. Tu le bouffes. Ça peut provoquer des réactions allergiques assez violentes. Ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, ce qui se passe encore maintenant avec beaucoup de Français. Et alors, il faut savoir qu'il y a 46% dans les sondages. Ça, on n'en parle pas assez, mais les sondages sont bons pour Emmanuel Macron, comparé à Sarkozy et Hollande. Et à chaque coup que tu dis ça, tout le monde dit non. Alors, je suis peut-être dans une bulle de filtre, mais globalement, les gens n'y croient pas. Mais les sondages continuent de dire que le mec est super aimé. Il se prend des œufs, des baffes et tout. Mais non, t'as toujours les petites mamies qui trouvent qu'il a une belle énergie. Oh ouais, alors, ah oui, puis il présente bien. Puis quand même, un homme de stage là, avec Brigitte quand même. Quelle chance on a quand même. C'est les radicales, pour améliorer le système, pour le peaufiner même, jusqu'au petit détail. Tout y passera avec lui, c'est formidable. Est-ce qu'il va nous sortir un bouquin? Non, il est président. Ses ministres sortent des bouquins, ils foutent rien, ils servent à rien. Mais lui, il est président, il ne peut pas sortir un bouquin en exercice. Président, c'est après. Tu dis, toutes mes mémoires, tout ce qui s'est passé. Le temps des tempêtes. Typiquement, le temps des tempêtes de Nicolas Sarkozy. Bonjour, c'est Nicolas Sarkozy. Je vais maintenant vous lire Le temps des tempêtes. Est-ce que vous souhaitez que je vous en lise un passage? J'adore ce livre. Chaque fois que je le lis, il me rappelle le bon temps que j'ai passé avec Carla au palais de l'Élysée, aussi la difficulté que j'ai eue à gérer ce pays délicat dans des temps troubles, mais d'avoir toujours trouvé, au fond de moi, dans mon cœur,
la force d'aimer la France autant qu'elle m'aimait. Alors, oui, vous avez... En fait, on pourrait faire une invention du livre Le temps des tempêtes, tu vois. Tu lis pas, t'inventes. Tu fais des phrases à la Sarkozy, je pense que ça pourrait tellement le faire. C'est génial. La première chose que j'ai appris lorsque je suis arrivé, c'est que tout n'était pas si facile, contrairement à la mairie de Neuilly. Ah, mais ça va être... Là, il fait un livre qui s'appelle Promenade. Promenade. Ce que tu dis au chien quand tu vas... Promenade. C'est comme ça le chien quand tu dis... Oui, non, mais faut attendre. Moi j'adore acheter les bouquins des politiques chez Emmaüs. J'adore Emmaüs en général. J'achète plein de trucs là-bas. Enfin, j'adore les trucs d'occasion, quoi. Comment t'appelles ça, les brocantes, les machins. Et donc là, à chaque fois, t'as des super bouquins. Alors t'as tout Bayrou, t'as tout Sarkozy. Je sais pas où je les ai mis, mais j'en achète un paquet à chaque fois. Et j'adore. Ça, et quelques vieux disques aussi. Quelques vieux disques comme Dallas. Voilà. C'est pas mal. Pour le plaisir. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des trucs spéciaux. Demain plus qu'hier. Non, ça c'est pas bien. Kung Fu Fighting, très bien. Enfin bref. Pour le plaisir, c'est pour le plaisir. Tout Bayrou à 1 €. L'intégrale Nicolas Sarkozy à 50 centimes. Et c'est à peu près ce que ça vaut. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc non, alors donc il va pas écrire. Il écrira son livre d'entretien, de mémoire, comme tous les présidents, après. Hein. Puis après, ils sont payés très cher aussi par les Qataris ou les Émiratis. Généralement, c'est des pots de vin. C'est après, merci. Ils viennent faire une conférence. 80 000 €, 150 000 $. Merci. C'est des petites mallettes comme ça. Ça passe crème. Alors, non, il y a un truc important, on va en parler demain, c'est quand même, parce que dans l'article du Figaro, l'inquiétude qui est là, plus que la tonalité radicale des discours des opposants, le président de la République s'inquiète de ce qui contribue à les alimenter et à leur donner de l'écho. Le conspirationnisme débridé qui s'exprime à ciel ouvert sur les réseaux sociaux. C'est pas vrai, des conspirationnistes sur les réseaux sociaux à ciel ouvert qui font qu'après on peut dire n'importe quoi. C'est pas possible. Alors, pour lutter contre hein, ce conspirationnisme, le chef de l'État va créer mercredi une commission d'experts chargée de trouver les moyens de remettre de la rationalité dans le débat public. Le Miniver, c'est-à-dire ça va être le ministère de la vérité. Hein. C'est pas question de rationalité, ça va être vraiment comment faire de la censure sans le dire. Ça va être super ce truc. Emmanuel Macron s'était déjà inquiété au début de l'année de la difficulté pour les discours scientifiques à contrer les théories complotistes. Alors, il faut voir que les théories complotistes, c'est les Chinois, par exemple, à Wuhan, ils ont sans doute fait le virus. Complotiste. 1 an après, est-ce que les Chinois à Wuhan, ils n'auraient pas fait le virus, dis donc? On n'a pas de preuves, mais c'est vrai qu'on commence à se dire que quand même, c'est... Mais il y a 1 an, tu disais ça, t'étais banni, t'étais conspi. Oui, mais tu sais, la science, on apprend des choses au fur et à mesure. Et quand toi, tu dis, mais on n'a pas assez de recul sur le vaccin, il faut quoi, avoir confiance dans la science. Ok, c'est pas grave. Tout va bien. Alors, donc, il va falloir contrer, hein, bien sûr, les théories les pires, hein, les complotistes, par exemple, que quoi, il faut 3 doses de Pfizer? Parce que je croyais que c'était 2. 4? Ah, il y a une gélule. Le président de Pfizer a dit que ce ne serait pas avant 2022 qu'on était sorti. Ah, mais à l'aube de l'élection présidentielle, le développement des discours anti-vax et la répétition des manifestations anti-pass sanitaire ont achevé de le convaincre. Donc voilà, donc le mec, dès qu'il y a un peu de contestation sur la version officielle des faits, qui est souvent de la fake news, eh ben allez, hop, le grand débat, c'est moi, je monopolise la parole, et le Miniver, on va leur dire ce qu'il faut penser au con. C'est génial. J'adore ce pays, ça s'appelle la France, c'est notre pays, notre beau pays. D'ailleurs, je vais relire un coup, il a quand même le teint des topettes. J'adore. J'aime beaucoup. Ah oui, puis alors, je sais pas, les œufs qui ne volent pas, les œufs qui ne se cassent pas. J'aimerais voir toutes les théories là. Comment vous m'expliquez que cet œuf ne s'est pas cassé, hein? Si c'est pas un false flag, par exemple, ça c'est complotiste. Vous savez ce que c'est les false flags? Alors c'est les attentats sous faux drapeau.
C'est-à-dire, c'est quand un État, par exemple, va faire un attentat quelque part pour dire c'est la faute de ce groupe armé, alors qu'en fait, non, c'est l'État qui a fait l'attentat. Les États-Unis l'ont beaucoup fait, au Nicaragua, par exemple, avec les contrats. C'est la CIA qui finançait des terroristes au Nicaragua pour virer le gouvernement socialiste. Il y a eu, oui, il y en a eu partout en fait. Et quand tu parles de faux drapeaux, les gens sont toujours attention parce que tu marches sur des œufs. Il y a bien sûr toute l'histoire italienne des années de plomb. Où là, on ne sait plus qui de l'extrême droite ou de l'extrême gauche faisait les attentats, avec le gouvernement italien qui était complètement largué et l'OTAN qui était bien sûr en sous-main pour que l'Italie ne devienne pas un pays communiste. Mon Dieu, parce que ça c'est capitaliste, ça c'est capitaliste. Et apparemment les Français ne veulent pas de rupture avec le capitalisme. Je les comprends. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on ferait? Des toilettes sèches? Non. Moi, ce que je veux, c'est une grosse voiture qui pèse 1 tonne, voire plus, électrique, parce que, attention quand même, et qui allait très très fort, très très vite dans le mur. Alors, écoute Ludovic, si toi tu veux chier dans tes toilettes sèches le long de la route, tu le fais, mais tu me laisses conduire ma voiture. Ça c'est le capitalisme, voilà. Je t'empêche pas de rester sur le côté de la route, et de pisser dans les pissenlits. Voilà, c'est ça. Le fond bois pour la vie est si belle telle qu'elle est. Mais c'est vrai, la vie est belle. Les pauvres sont heureux, non? Non? Ah non? Tiens d'ailleurs, parlons de pauvreté, je vais faire un saut dans les échos. Il y a un truc qui m'a quand même mis la puce à l'oreille. La baisse du chômage. Vous savez, en ce moment ils sont très fiers parce que le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi et sans activité a baissé de 51 000 en août et de près de 320 000 sur les 4 derniers mois. Ah ouais? Oui, c'est la reprise qui continue, c'est génial, nous dit les Échos. C'est super. Alors, bon. En fait, les effectifs de la catégorie A augmentent en septembre. Mais le gouvernement va pouvoir déclencher le durcissement des critères d'éligibilité, le nombre de mois pour percevoir une allocation, et de dégressivité, le nombre de mois à partir duquel l'allocation baisse de 30%. Ça, c'est la réforme de l'assurance chômage. C'est comment devenir pauvre plus vite et pas trouver d'emploi, puisque le nombre de chômeurs, il est beaucoup plus nombreux que le nombre d'emplois à pourvoir. Mais c'est la faute des chômeurs s'ils ne trouvent pas de boulot. Eh bien, ce durcissement, passage de 4 à 6 mois et de 8 à 6, dépend de 2 indicateurs. Le retour de meilleure fortune, une baisse d'au moins 130 000 sur 6 mois glissant du nombre de chômeurs de catégorie A et un nombre d'embauches de plus d'un mois, hors intérim, d'au moins 2,7 millions sur 4 mois glissants. Fin août, la baisse était de 250 000 et le nombre d'embauches de 3,2 millions. Voilà, donc c'est super, ça repart. Donc ça veut dire que tu peux t'embaucher un mois, ça compte. Et que les chiffres vont faire qu'on va baisser, bien sûr, on va masquer le chômage de masse avec des nouveaux chiffres et des nouveaux indicateurs pour dire que c'est super, on a réussi. D'ailleurs, Jean Castex disait, sans avancées de chiffres, le Premier ministre estime que cette modification permettra de lutter contre la prolifération des contrats courts. On aimerait le croire, ça serait tellement génial. Mais non, ça va pas marcher comme ça. Et puis, pauvreté toujours, ces chiffres étonnants, en 50 ans, le nombre de pays pauvres n'a fait qu'augmenter. C'est les Nations Unies qui font le compte des pays pauvres, c'est-à-dire ceux qui ont un PIB très bas avec un revenu par habitant de moins de 1 000 $ par an, un truc du genre. J'ai pas les chiffres exacts, je les cherche. Les Nations Unies recensaient 46 pays pauvres aujourd'hui. En 1971, il n'y en avait que 26. Or, dans le même temps, il faut savoir que l'aide publique au développement a été multiplié par je ne sais pas combien, puisqu'on est passé en 2019, on était à 168 milliards de dollars. Voilà. Et pourtant, c'est loin du compte. C'est-à-dire qu'on donne toujours plus, et il y a toujours plus de pauvres, on dirait Macron. On leur donne des minima sociaux, et toujours plus de pauvres. Ça marche pas. Mais c'est pas grave, on va leur donner des vaccins qu'on achète très cher. On dit, tiens, bonjour, j'aimerais manger. Tiens, un vaccin, dans ton bras. Dans ton bras. Allez, t'es pauvre mais vacciné. Merci qui? Merci tonton Macron. Non, c'est pas moi qu'il faut remercier. Il faut remercier Pfizer, il faut remercier l'ONU, il faut remercier tous ces gens-là. Ces gens-là s'occupent de toi, tu sais. Alors, tu devrais être un peu plus gentil, travailler pour un peu moins cher et arrêter de te plaindre. Merci mon ami. Ça va être comme ça.
avec le dérèglement climatique qui s'accentue, la crise de la pandémie, les besoins sont colossaux d'ici 2030. Les aides au développement, alors il va falloir investir 462 milliards de dollars par an pour atteindre un objectif de croissance de 7% en moyenne, et investir aussi plus de 485 milliards de dollars par an pour éradiquer l'extrême pauvreté. En plus de 1000 milliards de dollars par an pour doubler la part de l'industrie manufacturière dans le PIB de ces pays pauvres. T'imagines tous les milliards qu'on fout sur la gueule des pays pauvres pour qu'ils restent pauvres? Tout ça pour qu'on puisse continuer de s'enrichir tranquillement avec des esclaves. C'est quand même bien foutu. Et oui, parce que le problème de ces pays, c'est qu'ils restent majoritairement... alors, ils font que 1% du PIB mondial déjà, donc on peut se relever les manches, hein, la remontada, les gars. Hey, oh. Le problème, c'est que ils font beaucoup d'enfants, hein. Grosse croissance démographique, et donc il n'y a pas beaucoup de jobs, et il y a une industrie manufacturière très faible. Ça reste une économie qui est basée sur l'agriculture. Et vous allez voir, nous, les agriculteurs, on n'en a quasiment plus. Eux, ça reste quand même la rente de base, hein. C'est des métiers où t'es pas beaucoup payé, t'en chies, hein, c'est pas des vies faciles, mais t'achètes pas de SUV électrique à 1,5 tonne. Du coup, il y a des poches de croissance là qui sont sous-utilisées avec tous ces pays pauvres. Donc il va falloir qu'on s'y mette d'une façon ou d'une autre. Salut les gars. Vous êtes 333, dites 33. Des metteurs en mouvement du vivant, des entrepreneurs du vivant. Entrepreneurs du vivant. Voilà, donc ça c'était sur les pays pauvres. Je trouve ça dingue quand même de voir qu'on dépense plus et il y a toujours plus de pays pauvres, majoritairement en Afrique. 33 des 46 pays sont en Afrique. Et puis alors à propos de la Banque mondiale aussi, continuons sur les chiffres bidonnés, c'est toujours dans les Échos, c'est assez drôle à lire. Vous savez ce rapport Doing Business, qui est un rapport de la Banque mondiale, un best-seller. Je vous raconte cette histoire, c'est Jean-Marc Vittori qui écrit dans les Échos. Il y a un scandale en ce moment avec ce rapport de la Banque mondiale. Vous allez voir pourquoi. Au départ, c'était une bonne idée. C'est devenu un best-seller, des millions d'exemplaires vendus et téléchargés. Aujourd'hui, c'est une catastrophe qui ébranle tout à la fois la présidente du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, la crédibilité des organisations internationales. Bon, il y en a qui y croient encore, mais ça fait longtemps qu'on sait que l'ONU, hein, déjà, sur le rapport sur les pays pauvres. Bon, alors la Banque mondiale... Mais il y en a qui y croient, donc il ne faudrait pas que ça se voit trop. C'est le rapport annuel, hein, c'était Doing Business, le rapport annuel de la Banque mondiale. L'idée, c'était, dans le début des années 2000, de classer les pays où c'était le mieux pour mettre des bretelles, fumer des cigares et faire du business. Tu vois, comment on était bien pour faire du business. Alors, c'est des pays en fonction de différents critères, ils étaient classés. Donc, c'était le nombre de jours nécessaires pour créer sa boîte. Hein, je crée ma boîte en 2 heures. Ça c'est très jus de raisin. Ça, j'aime bien. On fait du business avec toi. Je peux virer quelqu'un en 1 minute. Ça, c'est très business. C'est super. Alors, en France, on avait un peu protesté en disant que les auteurs de Doing Business avaient dénigré la France, hein, faute d'avoir compris son système juridique. Il faut dire que la France n'avait pas répondu au questionnaire de la Banque mondiale. Ce qui n'était pas con, hein, à l'époque, de dire non, je joue pas à votre jeu là, j'ai pas envie. Je veux pas faire du business avec toi, avec tes bretelles et ta tête de con. Non. Non, écoute, non. Je vais faire une start-up française. Hein, on va vendre des NFT, des petites cartes de foot. Oui. Ça marche, hein, ça se vend. Et en fait, nous, on n'avait pas joué. Mais il y a eu des manipulations. Et oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a eu des chiffres. Et puis après, il y a des pays qui ont dit je suis pas content parce que c'est marrant. Dès que le Chili avait un gouvernement d'extrême droite, son classement allait mieux. Et dès que la gauche passait, ça allait moins bien. Alors là, c'est plus la méthodologie que la réalité. Donc ça, c'est début 2018. Hein, c'est Paul Romer s'était ému de voir que le classement du Chili était quand même chelou, était plus politique qu'autre chose. Puis il y a eu d'autres manipulations.
qui viennent d'être révélés dans un rapport d'un cabinet d'avocats américains, WilmerHale, commandité par la Banque mondiale, qui montre en fait comment ça s'est passé, le jeu d'influence des pays pour ce classement. En fait, on comprend la Chine, par exemple, qui devait participer à une augmentation de la Banque mondiale, alors que Trump, lui, ne voulait pas mettre $1 de plus dans le machin. Et donc, la Chine disait, attention, là, on risque de passer de la 78e à la 85e place, vu que d'autres pays sont allés plus vite. Donc, si vous pouvez truquer les chiffres pour qu'on garde notre rang, d'accord. Alors, l'équipe a tout fait pour trouver les moyens de remonter la note de la Chine, avec l'assentiment des dirigeants de la banque. Donc, ils ont fait l'intégration des chiffres de Macao, de Taïwan, dans ceux de la Chine, des changements de modération entre Pékin et Shanghai. Bon, ils ont joué, les chiffres, tu leur fais dire ce que tu veux. Preuve en est, et ils ont réussi en fait à ce que la Chine conserve son rang. Puis après, il y a eu l'Arabie Saoudite en 2019 qui a dit mais attendez, je suis pas content. En 2020, je vois que dans le rapport, je suis 2e dans le classement des pays les plus réformateurs, derrière la Jordanie. C'est quoi ce bousin? J'ai donné combien? Donc hop, on a mis l'Arabie Saoudite devant la Jordanie. Voilà, ça c'est Doing Business, c'est le classement très jus de raisin de la Banque mondiale où il suffit de payer pour être bien classé. C'est la classe rêvée du capitalisme. Dis-moi, Kevin, combien tu as? Tu voudrais être premier de la classe? Ah oui, mon papa, il peut payer 3 millions. Ah ouais, attends, je vois que Sébastien, son papa peut payer 4 millions. Désolé, Kevin, tu seras pas premier. C'est comme ça. Ah ouais, tu sais pas écrire, tu sais pas lire. C'est pas grave. Ton papa sait faire des chèques. Ben voilà. C'est magnifique, la Banque mondiale. Ça s'appelle la corruption? Bah oui, tout simplement. Tout ça pour des chiffres en plus. Alors du coup, devant l'ampleur du séisme, du merdier, la Banque mondiale a dit, bon, bah puisque c'est ça, on arrête. Puisque vous ne voulez pas jouer, on arrête, on fait plus Doing Business. C'est fini. Fini. Je trouvais ça assez drôle. Voilà. Ça, c'est quand même... Ça en dit long sur ce qu'est la Banque mondiale. Et puis, ah ouais, il y a cette photo qui est triste à mourir. Où est-ce que je l'ai mise? Je sais pas si je peux la mettre en direct. C'est celle-là. Hop. Regardez ça. J'essaie des trucs. Ne m'en voulez pas si ça marche pas. Vous savez, c'est pas évident. Voilà. C'est les Stones. Le premier concert sans Charlie Watts, leur batteur. Et ouais, ils l'ont fait. C'est une tournée américaine. Et voilà. Voilà. Moi, je sais pas si j'aurais continué. Alors, ils ont rendu hommage à Charlie Watts, avec des photos, une vidéo. La tournée s'appelle No Filter. Il y a plusieurs dates, je crois, 13 dates, aux États-Unis. Et là, c'était à Saint-Louis, dans le Missouri. Voilà, premier concert de reprise sans Charlie Watts. Bon, ben, c'est ça, être et avoir été. Et puis un batteur s'en va, un autre revient. C'était quoi? C'était les Volcans d'Auvergne. C'est pas un peu pareil pour Charlie Watts. Un batteur s'en va, un autre revient. Mais c'est pas les Volcans d'Auvergne. Ils n'arrêtent pas le business. Non, ils sont très jus de raisin aussi. Ils sont très jus de raisin. Bah, il faut payer les impôts. Non, mais moi je comprends. C'est pas. Après, tu peux te poser des questions. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans les échos? Est-ce qu'il y avait d'autres trucs marrants? Le feu vert de Macron pour la défiscalisation des pourboires, super. Tu veux être payé plus? Non. Écoute, arrête. Je te donne déjà un vaccin gratos, un masque il faut payer, hein. Mais mets ton masque et tu voudrais être payé plus? Non. Regarde, par contre ton pourboire est défiscalisé. Merci qui? Merci Macron. Voilà. Et tu n'iras pas dans la rue, hein. Tu n'iras pas dire Macron, on veut voir ton cul. Non, monsieur Macron. Sinon tout va bien, hein. La preuve que c'est reparti, Blackstone revend un hôtel casino à Las Vegas 3 fois son prix d'achat. C'est aux États-Unis, des signes de reprise se multiplient. La vente pour 5,69 milliards de dollars par Blackstone de l'hôtel et casino The Cosmopolitan à Las Vegas. Et oui, il l'avait racheté seulement 1,73 milliard à la Deutsche Bank, une des banques les plus véreuses du monde. Et le voilà qu'il revend mieux après avoir investi pour faire quelques chambres. Donc vous voyez, ça se passe bien, ça se passe très bien, tout va bien.
Sinon, ça passe comme ça, crème. On parle d'énergie, on va parler après de l'augmentation des prix du gaz, mais entre-temps, l'État a racheté à Areva ses dernières parts dans Orano. Voilà, hein, petit scandale à Novergeon, tout ça, les petites mines qui ont été achetées à prix d'or alors qu'il n'y avait rien dedans. Encore une belle affaire, encore un beau scandale d'État dont on ne parle pas assez en France. Donc là, voilà, c'est 563 millions d'euros. Une petite broutille, hein, c'est un petit arrêt paru dimanche au journal officiel. 9,4% du capital d'Orano. Mi-juillet, l'État avait déjà racheté 12% des parts d'Areva et 4,56% à la Caisse des dépôts. À l'issue de l'opération, l'État possédera donc au total 80% du capital d'Orano. Cette cession de titre doit permettre à Areva de faire face à ses engagements financiers liés à l'achèvement du chantier de l'EPR d'Olkiluoto en Finlande. Areva doit régler 600 millions d'euros. Voilà, donc c'est les vases communicants. C'est nous qui allons payer le mauvais business d'Areva dans les EPR et les mauvais choix d'Elnovergeon. C'est encore grâce à nous s'ils se font des milliards et des millions. Et mais c'est populiste de dire ça, dis donc. C'est des magots, c'est super des magots. En même temps... Et alors, je vous parlais des HLM tout à l'heure. Le nombre de demandeurs en attente a bondi de 20% en 8 ans. Ce sont majoritairement des personnes seules, monoparentales, au chômage aussi, des situations indignes. Le nombre de demandeurs a augmenté de 20%. C'est Emmanuelle Cos, la présidente de l'Union des HLM, qui fédère les organismes de logement social. La population s'est accrue de 3% et le nombre de ménages de 4%. Certains demandeurs sont parfois dans des situations indignes. Une paupérisation accrue des demandeurs et des locataires. Parmi eux, un certain nombre, un emploi certes, mais il y a de plus en plus de travailleurs pauvres. C'est Emmanuelle Cos, ancienne ministre du Logement. Hein. Elle a bien traversé la rue. Si nous ne sommes pas là pour loger les smicards, qui le fera ? Plus de 40% des demandeurs ont des ressources qui les placent au-dessous du seuil de pauvreté. Voilà. En France, aujourd'hui, on travaille pour être pauvre. Le travail ne paye pas. Et ça continue. Et en plus, le logement est un des postes de dépenses les plus importants en réalité, puisque ça explose. Et il y a une réelle inflation, alors qu'on nous masque, qu'on nous cache. Il ne faudrait surtout pas parler d'inflation, mais quand tu vois le prix des logements à la location ou à l'achat, évidemment que c'est une arnaque énorme. C'est une bulle de plus qui profite aux possédants, encore une fois. Mais quand tu es pauvre, tu ne peux plus te loger. Et ça va devenir un vrai problème. Parce qu'il n'y a pas assez d'HLM. Déséquilibre entre l'offre et la demande. Ça dépend des territoires. Hein. Alors, Île-de-France, c'est territoire en tension. PACA aussi. Et puis, c'est compliqué de construire des nouveaux logements sociaux. C'est en berne. Et oui, donc il va y avoir des nouvelles difficultés dans les années à venir. Sauf si Zemmour est élu. Et hop, rémigration de tous les mecs qui sont smicards. Ah, mais attends, mais je m'appelle Jean-Claude. Ah, mais Jean-Claude, tu es smicard ? C'est le nouveau programme d'Éric ? Si tu gagnes moins de 5 000 € par mois, tu as beau avoir un prénom français, tu sais Jean-Claude, il va falloir que tu rentres au pays. Mais c'est mon pays. Ah non, ici c'est un pays de riches. Non, non, toi tu es pauvre, tu vas dans un pays de pauvres. Choisis celui que tu veux. Écoute, on est sympa, tu choisis celui que tu veux. Hein ? Bon, maintenant tu t'en vas. Merci. Merci d'avoir voté. Merci. Voilà, ça risque de finir comme ça. Hein. Le plan de la rémigration, tu sais, c'est... Mais en fait, je m'appelle Jean-Michel. Ah, mais c'est pas grave, Jean-Michel. Je vois que tes ressources ne te permettent pas de rester en France. Ah, c'est sympa. Bah, merci. Hein. Bah, j'ai bien fait de voter Zemmour. Merci. Et en campagne, des maisons vides. Et surtout, mais baladez-vous dans Paris pour voir les BNP Paribas Real Estate. Ces milliers de mètres carrés de bureaux vides qui ne servent absolument à rien. Jamais occupés, jamais achetés, jamais loués. Simplement là pour faire péter la bulle, pour que ça coûte du fric. Je rêve d'une appli, je crois que c'était Jeudi Noir, qui recense en fait tous les logements vides d'entreprises ou autres dans Paris. Les millions de mètres carrés, les milliers de mètres carrés, je sais pas combien il y en a, c'est un truc de dingue. Et derrière on te dit « Ah mais non, mais vous comprenez, c'est en tension, mais non, mais il n'y a pas ce qu'il faut. » Et on fait des lois, grâce à Macron, hein, qui est le plus réactionnaire de tous les présidents qu'on ait jamais eu, qui vont en plus être encore plus violentes vis-à-vis des squatteurs. Parce que tu peux avoir du squat éthique. Hein. C'est pas non plus le squatteur qui va chez Pépé Michel et qui lui prend sa petite résidence de vacances à l'île de Ré. Non, non, des fois il est question de se loger tout simplement. Donc voilà, Paris et les logements insalubres, ça, ou Paris et les logements vides. Enfin, c'est un truc de dingue. On est vraiment, on marche sur la tête, mais ça continue. Et donc là, l'Office HLM nous explique que Guyane et Réunion, là, ça va être très très préoccupant, notamment là-bas. Mais c'est pas grave, on va refaire un peu de... On va réenrober tout ça. Et puis, bonne nouvelle,
dans ce flot de marasme. Je sais, vous en avez marre parce que cette revue de presse, elle est trop triste. Il n'y a pas assez de bonnes nouvelles. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment bien acheter des armes de destruction massive. La Grèce pencherait pour l'offre de Naval Group pour moderniser ses frégates. Naval Group, c'est ceux qui n'ont pas réussi à vendre des sous-marins à l'Australie. Et là, Naval Group aurait plus de chance sur les navires de surface que dans les sous-marins. Voilà. Une nouvelle offre de dernière minute du groupe aurait convaincu le gouvernement grec. Alors, la Grèce, c'était ce pays qui était en faillite. On a dit aux retraités, tu n'auras plus de retraite. On a foutu en l'air les services publics. La Troïka, le FMI est passé par là pour dire, bon les Grecs, donnez-nous tous un doigt. Toi aussi, oui. Le petit doigt, c'est ira. Allez. Et ils se sont saignés, tu vois. Et maintenant, ils peuvent enfin refaire de la dette sur les marchés internationaux. C'est super. Et donc, ils peuvent acheter beaucoup d'armes de destruction massive. Donc, ils ont acheté déjà du Rafale de seconde main. Et là, ils achètent de la frégate au Naval Group. C'est sympa, merci les Grecs. Et puis, il y a l'Inde aussi, où en fait, tu t'achètes. C'est la France qui donne de l'argent à ces pays-là pour qu'ils achètent nos armes. C'est super bien foutu. C'est encore mieux que l'arnaque de tout à l'heure d'Areva. C'est vraiment foutu. C'est génial. Bah, salut tout le monde. Il y en a qui arrivent dans le chat. J'essaie de voir un peu... Bah, Jean-Claude ou pas, hein, les retraités, il n'y en a plus. Vous savez, il n'y aura plus de retraite de toute façon. Les retraités, ça c'est un truc des 30 glorieuses, ça c'est un truc de boomer, c'est fini. Maintenant, ce que vous aimez, les jeunes adorent travailler jusqu'à la mort. Ça leur évite de penser à la mort. Et puis Amazon lance New World, son premier jeu vidéo d'envergure. Alors comme on est sur Twitch, que c'est Amazon, que c'est Jeff Bezos, hein, je fais un petit peu de pub comme ça, peut-être qu'il va nous mettre bien dans les algorithmes. Sinon vous pouvez nous aider à dire « Ah, regardez, on est sur Twitch, il y a la revue de presse du monde moderne, c'est vachement bien. » Tant qu'on peut, on le fait. C'est son premier jeu vidéo d'envergure. C'est une méga production, un grand pari. Amazon avait auparavant rencontré de nombreuses difficultés dans la production de son propre jeu. Et c'est vrai que les GAFAM ont toujours eu du mal à faire des jeux, que ce soit Microsoft, Google ou Facebook. Et là, bah voilà, ils lancent le truc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, une bonne nouvelle aussi, c'est que Mark Zuckerberg renonce à faire Instagram for Kids. Il est empêtré dans des affaires et là, il a dit « Bon, non, je vais pas le faire, c'est peut-être pas le moment. » Il y a eu trop de critiques des lanceurs d'alerte qui ont dit « Mais c'est quoi ce bordel ? Ils sont incapables de préserver leur plateforme des fake news, de la violence, etc. Et surtout protéger les plus jeunes. » Et donc là, Zouk s'était dit bah, « C'est une bonne idée, je vais faire Instagram pour les enfants. » Eh ben, il refuse. Enfin, il met ça en pause, du coup, c'est pas plus mal. Et Jeff se lance aussi dans les assurances. Oui, et puis toutes ces plateformes vont progressivement devenir des banques et des assurances, évidemment, puisqu'elles connaissent tout de vous bien plus que les banques et les assureurs actuels. Donc, leur business model, ça va être vos data, vos données, et c'est sûr qu'elles vont pouvoir se faire des fouilles en or grâce à ça. Alors, ensuite, il y avait dans la revue de presse... je crois que je retourne au Parisien. Ou le Figaro, je l'ai fait. Non, le Parisien. Ah oui, le Parisien, il y avait un truc marrant sur les ministres. Face à la peur du vide. À 7 mois de la présidentielle, les membres du gouvernement s'inquiètent de leur sort et certains préparent déjà leurs arrières. Ah oui, objectivement, il peut se passer de nous. Alors, dans tous les ministères, ça turbine, même si officiellement tous répondent en chœur qu'ils sont d'abord concentrés sur la défense du bilan, les dernières réformes engagées. Pour penser à l'après, il faut déjà que le président soit réélu. C'est bête à dire, mais ça ne sert à rien de griller les étapes. Rappelle un bon soldat de la Macronie. Bon soldat de la Macronie. Bon soldat de la Macronie. Oh, regarde-moi cette tête de bon soldat de la Macronie. Il est content, le bon soldat là. Il est content. Entre eux, personne ne parle de cette peur du vide qui pourrait gagner les troupes en mai. Il y a de la méfiance. Faut pas se démasquer, traduit l'un d'eux. Certains issus de la société civile et l'as du quinquennat auront la tentation de retourner dans le privé. Une minorité. Mais allez-y quand même. Enfin, t'imagines, quand ils vont revenir dans le privé, tous ces petits chefs-là, qui auront pris en plus la grosse tête. Moi, j'ai été un bon soldat de la Macronie. Un grognard. Écoute-moi, je vais t'expliquer ce que c'est que le capitalisme. Ça va être beau, ça, quand ils vont retourner dans le privé, dans leur start-up pourri, là. D'autres essaieront de se recycler aux législatives. En espérant peut-être plus. Hein. C'est le cas de quelques ministres dits experts, comme Jean-Michel Blanquer, Elisabeth Borne, Emmanuel Vargon, Sophie Cluzel ou encore Marlène Schiappa, tous en quête d'une circo en juin. Si vous les voyez sur des affiches, ne votez pas pour eux, ce sont des menteurs.
Mais ils vont y aller quand même. Moi, j'aimerais bien, moi, je veux être élu. Ah bah vas-y, hein. Le président sera très sensible au fait que certains aillent chercher une légitimité politique dans les urnes et sur leur propre nom. Ça s'est soldé par un échec cuisant, hein, que ce soit au municipal, au régional, même Blanquer n'y est pas allé. Hein, donc ils savent très bien qu'ils vont se prendre des roustes, mais ils y vont, parce que le président aime bien. T'es un beau soldat de la Macronie, toi. Allez, montre-moi combien tu m'aimes. Va te présenter devant le suffrage des Français. Vas-y, je te regarde. On rigole dans la boucle Telegram. On rigole, on s'envoie des trucs, on s'envoie des petits cadeaux. Mais c'est génial. Méga vague de pantoufleurs. Ah oui, il va falloir faire gaffe. Hein. Il va falloir, tu sais, des alertes pantouflage, des gros boutons rouges. Attention, il arrive dans ma... Benjamin Griveaux. Il fait de la télé maintenant. Il a une émission sur BFM Business. Manuel Valls, qu'est-ce qu'il fout là? Alors lui, il n'a même pas réussi à être un bon soldat de la Macronie, quoi. Il sert vraiment à rien. Comme Ségolène, hein, qui veut lancer son parti, vous allez voir, on va en parler aussi. Bon, alors après, il y a un vrai problème. Hein. Le président sera très sensible hein, donc à ça, mais d'autres ambitieux, très actifs, ont bien l'intention de jouer les coudes pour rester dans la future configuration gouvernementale. Je vous donne quelques noms, les meilleurs. Olivier Véran, Gabriel Attal, Agnès Pannier-Runacher ou encore Amélie de Montchalin. Reste un autre cas plus sensible, celui de Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu. Les ministres XLR incontournables dans ce premier quinquennat le seront-ils en cas de réélection? Eh ben non. Non, il peut se passer d'eux maintenant. Hein. Puis il va aller chercher justement des nouveaux alliés. Hein. Donc, que ce soit l'UDI, le MoDem, le PS, enfin tous ceux qui vont venir pantoufler, enfin qui vont venir. Bon soldat de la Macronie, ça. Mais c'est le deuxième. Oh, il est plus mignon que celui d'avant, regarde. Il a une petite truffe toute. Oh, regarde. Oh, oui. Il me rappelle un peu Castaner dans ses yeux, regarde. Oh là là, le bon soldat. Donc, il va aller faire une nouvelle troupe d'élite. Et donc, avec des nouveaux soldats. Et là, ils savent que ça va être compliqué pour eux. Il va changer, hein. Peut-être même 100% de nouveau si jamais il est réélu. Parfois, ce pays, quand même, m'inquiète. Hein. Entre Zemmour qui est partout et Macron qui est à 46% dans les sondages, soi-disant, je me demande ce que je fous là. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, rassurez-moi. Parce que vraiment, tu te dis à un moment, non, il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un truc qui va pas. Salut pour la première. Ouais, la vague, je sais pas. Ouais, non, en fait, on est super nombreux à se dire, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Qu'est-ce qu'on fout là? C'est pas mon pays. C'est pas mon pays. Cette majorité silencieuse, moi, elle ne m'inspire rien qui vaille. Hein. Bref, alors, Bruno Le Rebond, hein, Bruno Le Maire, et Gérald Darmanin, hop, pas de viol. Eux, ils pensent à Matignon. Eux, ce sont des hommes d'État, tu vois. Ils ont la stature nécessaire. Ils écrivent suffisamment de livres pour voir loin. Et avoir cette hauteur de vue qui leur permettra peut-être d'être Premier ministre, hein, en fonction de ce que LR va faire avec eux. Donc voilà, ça c'est beau, c'est beau cet écosystème, cette petite biodiversité là où ils sont tous comme ça. Ah puis alors, le Parisien vous donne quelques conseils pour maîtriser la flambée des prix. Il ne faut pas parler d'inflation, non, mais il y a la hausse de plusieurs taxes et l'emballement des prix sur les marchés de gros qui risque de peser lourd cet hiver sur les ménages, notamment en matière d'énergie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, déjà, dites merci à Macron, puisqu'il y a le chèque énergie qui va être fait. Donc ça, c'est merci à Macron, Martin. Je peux maintenant cuire mes œufs. Ouais, c'est le gaz. Je peux cuire tes œufs une fois par semaine grâce à votre chèque énergie. Merci, monsieur Macron. Ah non, faut pas... Oui, je mets mon masque, pardon, monsieur Macron. Alors, il vous propose de faire mollo surchauffage. Bon, ça, trop chauffé, c'est mauvais, ça on le sait. Donc là, idéalement, c'est 19 degrés dans les pièces à vivre et 17 degrés dans les chambres. Et voire 15 à 12 degrés dans les salles de bain. Ou si vous pouvez faire du 9 degrés dans le salon, ça permet aussi de se concentrer. Les lampes, adoptez une consommation éclairée. La vieille lampe à incandescente a été bannie dès 2012. Ah oui, trop gourmande en énergie. Le filament de tungstène, c'était vraiment, ça servait à rien. Trop de chaleur. L'halogène, pareil, c'est fini depuis 2018. Donc vous avez la LED, ou bien vous avez les ampoules fluocompactes, les LFC. Bon. Et puis il faut s'équiper après avec les bons appareils. Donc, ne pas mettre en veilleuse. Bref. Mon Dieu. Enfin, voilà. Et puis, alors, il y avait ce truc, c'est le mois
Ça, c'est vraiment important, c'est un peu sérieux. Septembre, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le mois des officiels. Attends, oula, je parle de l'aide. Des cancers pédiatriques. Et on a un vrai problème en France, c'est que ces cancers explosent. On est à 2000 cas de cancer. J'ai partagé ça sur ma chaîne Telegram. 2750 enfants touchés par des cancers pédiatriques. C'est une hausse de 18% sur les 13 dernières années. Il y a un rapport qui est tombé qui interroge sur les moyens déployés pour parler de risques environnementaux. Puisqu'il y a trop de perturbateurs endocriniens, que ce soit ce qu'on retrouve dans l'agriculture intensive, que ce soit des anciennes mines, enfin une pollution qui fait que les enfants chopent plus le cancer, cette merde, qu'avant. Et c'est extrêmement inquiétant et personne ne fait rien, pas grand-chose. Parce que quand vous avez des alertes sur les déformations, sur l'occurrence des cancers, les ARS, vous savez, les ARS, celles qui vaccinent à tour de bras, qui font des chiffres un peu bidons, elles sont là, elles font « Ah oui, c'est bizarre, oui. Oui, effectivement, oui. » Et là, il y a quand même un truc. Le drame des familles de Sainte-Pazanne, ça c'est en Loire-Atlantique, un bourg de 7000 habitants. Et là, il n'y a jamais eu autant de cancers de gamins que dans ce bled. Les autorités sanitaires, ce sont des menteurs, s'emporte Fabrice en étalant sur la table du salon des analyses de polluants effectuant dans son lotissement. Sa fille Jade a un cancer. Il épluche toutes les données. Il y avait une ancienne mine. On ne peut pas faire pousser de légumes. Il y a aussi l'enterrement d'une ligne à haute tension sous la cour de récré. Très bonne idée, alors que les lignes à haute tension sont déjà classées cancérogènes. Et bref, 25 mineurs touchés par des formes variées de cancer depuis 2015 et déjà 7 décès. La dernière n'avait que 11 ans, c'était Sarah, c'était il y a cet été. Et donc septembre-octobre, le mois contre le cancer pédiatrique, l'association Stop au cancer des enfants essaye de parler de ça en disant que c'est incroyable. Et donc c'est les parents qui se parlent entre eux, qui font une asso et qui disent mais en fait il y en a plein qui ont des cancers. Et les enfants à l'école se demandent si qui va l'avoir, si leur petit copain va survivre ou quoi. Alors il y a eu des enquêtes, donc ça a été fait pendant l'été, pendant la canicule, on aérait peu, donc on a vu effectivement qu'il y avait beaucoup de matière, que ce soit le radon, qui est un radioactif naturel, mais d'autres choses. Et donc ils cherchent les causes qu'ils n'ont toujours pas trouvées. Mais officiellement, qu'est-ce qui se passe? On leur dit circuler, il n'y a rien à voir, et les gens sont coincés. Parce qu'ils ne savent pas où aller, en disant en plus notre baraque ne vaut plus rien aujourd'hui. Voilà. Et c'est Sandrine Josso, qui est députée de Loire-Atlantique, salut Maggie, qui a fait ce rapport pour les cancers pédiatriques, expliquant qu'on a un problème, c'est qu'on ne regarde pas l'effet environnemental en fait, de l'impact de l'environnement sur ces cancers-là. Un manque de courage des pouvoirs publics, bien sûr, de la flemme aussi, autant de cancers d'enfants déclarés sur une zone si restreinte, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas un hasard statistique. Le hasard à bon dos, alors qu'on manque de données sur la santé environnementale, on ne peut pas trouver ce qu'on ne cherche pas. Ça me rappelle le Rémora, c'était cet organisme qui recensait les déformations génétiques, les malformations génétiques. Il a été dissous, il y a eu un scandale, c'était l'an dernier. Merci à tous les level up, merci, bon courage. Merci, Bouddha Guise. 2 mois de plus d'abonnement. Merci à tous ceux qui nous suivent à l'instant, qui se réabonnent, qui font la promo de cette revue de presse. On continue d'être de plus en plus nombreux, grâce à Maggie, grâce à vous, grâce aussi aux nouvelles. C'est formidable, bien. Oh mon Dieu. Mais ce ne serait pas un bon soldat de la Macronie, ça? Ou un bon soldat de la Macronie? Pas du tout. Non, Maggie, je crois qu'elle n'est pas du tout un bon soldat de la Macronie. Je crois qu'elle roule que pour elle. En tout cas, voilà. Je voulais parler de cette affaire scandaleuse. Il y en a beaucoup. Et on voit que les ARS, que les autorités passent leur temps à dire circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien. Ça ne vous rappelle pas Lubrizol? Lubrizol, les mecs, ils vont... bon, Macron n'y est pas allé, ou longtemps après, je crois, mais ils y vont, c'est Philippe ou je sais, Buzyn. Genre, oui, non, mais l'air n'est pas plus pollué que d'habitude. Non. Bien sûr,
Merci. On a super confiance en vous. Ah, c'est pas vous qui allez faire une commission contre les complotistes et les fake news? Ah oui. Ah, c'est vous qui montez tout le temps? Ah, c'est super. Ah, j'ai hâte de lire vos résultats. Merci. Et puis, pour finir, rigolons un peu avec la Haute Autorité de la Santé. C'était la question du Parisien. Pourquoi la France ne prend pas en compte le taux d'anticorps au Covid-19 au-delà de 6 mois pour accéder au pass sanitaire? Ah oui, puisqu'un rétablissement du Covid depuis moins de 6 mois fait partie des critères d'obtention du pass sanitaire. Sur quelles données scientifiques se base ce délai? Pourquoi ne pas autoriser des examens sérologiques pour vérifier régulièrement son taux d'anticorps et donc son immunité, même au-delà de 6 mois? Car oui, des études l'ont prouvé, avec certains marqueurs, on peut voir si vous avez toujours des anticorps spécialement Covid. Mais voilà ce que nous dit Dominique Le Guludec, présidente de la Haute Autorité de Santé. Accrochez-vous, c'est du bon foutage de gueule comme on aime. Depuis le début de la crise sanitaire, la Haute Autorité de Santé évalue régulièrement les nouvelles données scientifiques disponibles concernant les tests de diagnostic et de dépistage et actualise en conséquence ses recommandations. Oui, et donc il serait pas temps de sérologie? Les tests sérologiques ont toute leur place dans cette stratégie. Ils permettent d'identifier la présence d'anticorps dans le sang et donc utiles pour savoir si une personne a déjà été infectée par le SARS-CoV-2. Pour autant, les tests sérologiques disponibles aujourd'hui ne permettent pas, dans l'état actuel des connaissances, de déterminer si la personne qui a été infectée est protégée contre le Covid-19. Oh, c'est marrant, c'est pas du tout ce que disent les autres, mais c'est pas du tout. En fait, on nous dit, certaines études, tu peux voir certains seuils, en fait. Alors attendez, 3 niveaux d'anticorps peuvent être établis et avec 147 000 taux d'anticorps, le taux d'anticorps, t'es le mieux protégé là. Voilà. Et on sait, et là c'est là où tu te dis, non mais, il y a un truc qui va pas. Certains labos travaillent dessus, notamment en disant que chez les patients ayant présenté une forme sévère de Covid-19, le nombre des cellules RBD, BM et NCP-BM avait tendance à être inférieur à celui observé chez les autres patients. Et donc tu sais en fait en fonction des cellules, lymphocytes T, CDH, enfin c'est assez technique, mais en fonction de si tu cherches les anticorps SARS-CoV et ces fameux lymphocytes T, tu peux savoir lymphocytes B mémoire, ceux-là circulant au moins pendant 8 mois après le début des symptômes. La recherche des cellules B mémoire permet la détection d'une réponse immune de type mémoire de longue durée. Donc on peut le faire, les labos savent le faire, mais pas la Haute Autorité de Santé qui trouve que non, on ne sait pas. Dans l'état actuel des connaissances, on ne peut pas déterminer si elle a été protégée. C'est faux, on peut. Alors pourquoi? D'abord, il y a 2 réponses complémentaires du système immunitaire pour se protéger d'un virus. La production de certains anticorps, on parle de réponse humorale, et la production de cellules protectrices, on parle de réponse cellulaire. Dans le cas du Covid-19, on n'a pas encore établi avec certitude que la preuve de la protection pouvait être apportée par la mesure des seuls anticorps. Si, il y a plein de recherches, mais c'est pas grave. Ensuite, on se concentre sur les anticorps. Il est important de rappeler que tous ne sont pas neutralisants. Seule une proportion empêche le virus de se fixer aux cellules qui vont servir de porte d'entrée dans le corps. Or, les recherches n'ont pas encore permis d'identifier cette proportion. Bizarre. Je viens de vous lire une recherche qui expliquait qu'avec certaines lymphocytes T et B, on pouvait quand même savoir à peu près où on était. Bref, il n'a pas été défini une valeur seuil permettant de garantir une protection contre le Covid, quel que soit le variant. Si, 147 000, je viens de le dire. C'est marrant, mais est-ce que quelqu'un pourrait appeler quand même Dominique Le Guludec qui est à la Haute Autorité de Santé? J'ai l'impression qu'elle n'est pas à jour. Enfin, les tests disponibles aujourd'hui ne sont pas équivalents. Ils utilisent différentes unités pour le rendu de résultats. Ils ne sont pas à ce jour tout à fait transportables d'une marque à l'autre. Donc cela les rend difficilement interprétables. Ah, les tests ne sont pas interprétables? Ah, mais pourquoi on se teste alors? Mais Madame Le Guludec, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je comprends plus rien. Non, mais c'est pour toutes ces raisons que pour le moment, la mesure des taux d'anticorps ne peut garantir qu'on est protégé. Elle ne peut donc pas être utilisée comme critère d'obtention du pass sanitaire. Désolé. Pas plus de 6 mois. C'est scientifique. Tu crois pas dans la science, toi? Ah ouais, parce que vous ne croyez pas dans la science. C'est ça le problème. Mais en fait, quand tu vois ça, t'as pas envie d'y croire. Tu te dis, mais c'est quand même bizarre. Mais c'est quand même très bizarre.
C'est quand même très bizarre, la Haute Autorité de Santé, t'as l'impression ils vivent en 89, hein, 1989, pas 1789. Bref, ce constat n'est pas figé. Ah ouais, bah ouais, quand même, parce que tu passes pour... Là, Madame Guludec, tu racontes n'importe quoi, hein. Je veux pas dire, mais tous les gens dans les labos, les médecins, enfin tout le monde est en train de dire, mais t'es sérieux? Non, non, mais c'est pas figé, attendez. De nombreux travaux scientifiques en cours tentent d'établir et de mesurer le lien entre présence d'anticorps et protection. Et leurs conclusions permettront d'y voir plus clair. Ah, ça tombe bien, il y a déjà plusieurs conclusions en fait. Il y a déjà plusieurs études. C'est super. La Haute Autorité de Santé rappelle en revanche ce que de nombreuses équipes de recherche ont démontré. Une seule dose de vaccin suffit à une personne ayant été infectée pour développer une protection optimale. Oui, alors qu'il en faut 2 pour obtenir la même efficacité quand on n'a jamais croisé le virus. Ah oui, on retrouve ici l'utilité des tests sérologiques. On peut déterminer s'ils ont besoin de 2 doses ou d'une seule. Ah oui. Donc elle est vendeuse de vaccins en fait. Voilà, elle est là pour te vendre de la dose. Parce que ça les fait chier. D'ailleurs, il y a un article du Washington Post qui date de la semaine dernière, qui dit pourquoi les responsables politiques ne veulent pas admettre que l'immunité naturelle est plus forte que les vaccins. Ça les emmerde. Ils ont payé des milliards. Il va falloir les écouler. Puis il faut quand même dire qu'ils font un truc, quoi. Parce qu'après, c'est quand même dingue. Donc voilà, je voulais vous lire ça parce que c'est assez typique de l'époque, hein. Et on va nous dire que non, bien sûr, c'est nous les conspis, c'est nous les machins. Faites-vous vacciner si vous le voulez. De toute façon, vous aurez un pass grâce à ça. Maintenant, j'aimerais bien quand même qu'on revienne sur ce principe du taux d'anticorps parce que c'est une belle arnaque. Le coup des 6 mois, il n'y a pas plus énorme arnaque que ça. Mais bon, la Macronie n'est pas une arnaque près. Tout comme le Remdesivir, ouais, qui était super, hein. Super le Remdesivir. Ça marchait, mais d'enfer, ça marchait pas. Pareil. Et puis von der Leyen, tiens, vu qu'on est sur la case Covid, même si j'en ai ras-le-bol, hein, mais bon, von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, qui était ministre des Armées, de la Défense en Allemagne, et qui avait dépensé plus de 20 millions dans différents cabinets de conseil à l'époque, sans passer par des appels d'offres. Elle avait été exfiltrée justement à la Commission européenne pour ne pas être mise en prison. Alors, il y avait un non-lieu au final parce qu'elle avait effacé les SMS qu'elle avait eus sur son téléphone, qui prouvaient sans doute sa collusion avec les cabinets de conseil, qu'elle a réembauché direct à la Commission européenne puisqu'elle a dépensé sans compter. Et puis là, on se retrouve avec l'Ombudsman européen, c'est cet organisme qui permet de régler les conflits entre les citoyens européens et ceux qui les prennent pour des cons. Et l'Ombudsman européen a dit « Ah mais c'est marrant parce qu'on aimerait bien avoir les SMS entre von der Leyen et Bourla, le patron de Pfizer. » Parce qu'apparemment, ils se sont dit des choses juste avant la signature des contrats. Donc on aimerait bien savoir ce qu'ils se sont dit. Et là, patatras, elle nous refait le coup des SMS effacés. Von der Leyen, elle est géniale. Je les adore. Oui, mais de toute façon, pour elle, c'est rien. Mais non, mais t'imagines bien, c'est pas de l'argent, là. C'est pour s'amuser. Merci à ceux qui nous suivent, merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui se vaccinent en pensant aux autres, merci à ceux qui ont leurs anticorps et qui pensent aux autres et qui se disent mais pourquoi diable n'ai-je pas de passe, moi qui ne suis pas propagateur du virus, et pourtant eux qui font n'importe quoi, ils ont le droit, c'est pas juste. Merci à vous. Il y a encore Libé dont je n'ai pas parlé, honte à moi, parce que il était là et qui fait sa une sur l'IVG. C'est quand même un thème extrêmement important. Les Françaises obligées d'avorter à l'étranger, c'est la journée mondiale du droit à l'avortement, aujourd'hui. Et donc Libé a suivi des femmes venues interrompre leur grossesse aux Pays-Bas. Chaque année, 2000 à 5000 d'entre elles doivent sortir du pays parce que l'allongement du délai n'est toujours pas à l'ordre du jour en France. La Macronie joue la montre à l'Assemblée, puisque là, il y a une majorité de députés favorables au texte, mais Macron a peur que ça lui retombe sur la gueule, parce qu'il drague quand même un peu sur les terres humoristes et ailleurs. Et s'il fallait légiférer sur la prostate, on aurait plus vite une autre créneau, grâce à une députée LaREM. C'est une question de femmes, demandée par les femmes, et il n'y a que des mecs qui dirigent. Et oui, c'est pour allonger de 12 à 14 semaines le délai légal pour recourir à une interruption volontaire de grossesse. Et là, on se perd dans le labyrinthe parlementaire, c'est toujours repoussé, c'est plus loin, de l'obstruction, alors qu'ils sont une majorité à vouloir voter pour. L'idée, c'est de nettoyer la piste d'atterrissage pour Macron pour qu'elle ne soit pas encombrée. Ils veulent pas que ça pète à la gueule de Macron avec une manif pour tous qui reviendrait dans la rue et qui dirait « ça suffit ». Et avant l'élection présidentielle, c'est l'assurance d'éjecter Macron. Donc évidemment, c'est repoussé, mais ça reste ici. Le problème, c'est qu'il y a des pays où c'est compliqué.
En Chine, par exemple, l'enfant unique a été abandonné, l'IVG a été renié parce que le pays fait face à un vieillissement terrible après la politique de l'enfant unique. Et donc, ils ont restreint le droit à l'avortement, ils poussent, mais ça ne marche pas spécialement pour faire plus d'enfants. Et puis en Pologne, les femmes sont aussi souvent obligées d'aller à terme, même si elles ne souhaitent pas, même s'il y a des déformations, des problèmes du fœtus, et elles ont la peur de devenir des cercueils vivants, puisque l'IVG est quasi interdite depuis un an. Et donc c'est très difficile d'avoir une IVG, même pour raison médicale. Donc là, il y a vraiment une peur des femmes polonaises par rapport à ça. Important donc d'en parler et de voir encore le BINS sur le corps des femmes, puisque l'interruption volontaire de grossesse, c'est un droit, c'est un progrès quand même, n'en déplaise à ceux qui voudraient faire de la femme un esclave de plus. Et puis, quoi d'autre? Est-ce qu'il y avait un autre truc dans l'IB? Ah oui, sur les NFT, l'or des œuvres d'art numérique, vous savez, c'est le marché des non-fungible tokens. C'est-à-dire qu'on achète des trucs qui n'existent pas très cher. Alors là, ça se vend très cher. Il y a une start-up française qui s'appelle Sorare qui vend des cartes de foot en NFT. C'est très laid. Et elle a levé 680 millions d'euros. De dollars, pardon. Donc 580 millions d'euros. Plus grosse levée de fonds jamais réalisée par une start-up française. C'est super. Alors, les startups, c'est génial. Alors, la Startup Nation, ils nous la vendaient. Tu vois, ouais, on a dans la santé, pour l'emploi, pour l'aide à la personne, on a des startups qui sont là pour résoudre tous les problèmes. Ouais, je vends des cartes de foot en NFT. Ouais, 680. Ouais, c'est génial. La Startup Nation, c'est quand même bien c'est quand même bien du foutage de gueule. C'est juste du produit financier comme un autre. Et donc, les mecs qui faisaient du NFT, qui croyaient qu'ils faisaient un peu d'art, se sont rendus compte que non, c'était simplement de la valeur. Un nouveau marché qui s'ouvrait. Et donc, ils étaient un peu déçus. Ils disaient, ah, mais moi, mec, je fais un truc, tu vois, c'est de l'art. Et donc, il arrête parce que, énergétiquement et artistiquement, c'est de la merde. Et donc, le NFT continue, hein, c'est incroyable. C'est la financiarisation, c'est la monétisation du web. C'est ce qu'on fait ici, par exemple, avec Twitch. Hein, si vous vous abonnez, si vous payez, l'idée c'est de dire bah ouais, on peut essayer de faire un web payant. Alors, ceci dit, il y a un service. Hein. La revue de presse, je suis abonné à ces journaux, je vous fais la revue pour vous. Donc, il y a quand même un vrai service. Donc, alors, il y a les pubs, hein, c'est chiant, je sais. On est sur Twitch et Jeff Bezos, c'est pas super, je sais, mais on fait avec ce qu'on a. Et en même temps, ça permet de lancer au moins un truc, un format, et de se donner rendez-vous tous les jours. Après, si vous n'êtes pas content, on arrête. Hein. Moi, je vote Macron et puis on arrête. Hein. Je ferme la boutique et voilà. Non, je déconne. C'est pas ça, pas. Oh non, on verra. Au pire, si jamais ça devient trop compliqué, on trouvera bien un moyen de streamer autrement. Déjà, vous avez vu la qualité de ce stream maintenant, avec à la fois le son, à la fois l'image, ce qu'on n'avait pas. Hein. Non, ne vous inquiétez pas, on tiendra bon. McDo vend de l'eau, ouais, de l'eau de Seine en boîte, c'est vrai. Merci Xstormwave qui s'abonne avec Prime. Vous pouvez vous abonner avec Prime, ça c'est du NFT quasiment quoi. Et puis le monde moderne, cette revue de presse, c'est quasiment de l'art. Donc allez-y, n'hésitez pas. Ça va tellement loin les NFT. C'est que vous pouvez transformer vos écrits en NFT, monétiser vos pensées, mirror.xyz. Voilà, c'est une plateforme américaine. Et donc, tu t'écris et tu vends, même si ça ne se vend pas. Et puis, il y a des mariés qui se sont échangés des NFT en guise d'alliance. Voilà, pour dire, il y a toujours des mecs qui adorent l'innovation. Hein. Là, tu dis, ouais, enfin bon. Voilà. Alors, le plan formation, le prix du gaz, on en a parlé. La nouvelle sénatrice écolo, Ségolène Royal qui monte son parti, c'est pas la peine d'en parler. Ah oui, puis il y a une interview intéressante dans l'IB. Ce n'est pas simple pour une démocratie d'avoir une jeune génération en colère. Un livre de Patricia Loncle et Tom Chevalier, Une jeunesse sacrifiée, qui explique l'engagement politique par le prisme de la colère, l'émotion qui joue un rôle important, hein, bien sûr, dans l'implication des jeunes en politique. Mais cette colère peut permettre aussi un autre mode d'expression plus positif, en disant que c'est un marqueur générationnel, avec derrière, bien sûr, les boomers qui ont peur des woke. Hein. Tous ces jeunes avec les cheveux teints vont-ils m'empêcher d'avoir une retraite paisible où je vais pouvoir polluer jusqu'à la mort? Et donc, bah voilà, ça s'appelle simplement la guerre des générations, la lutte des générations, je sais pas. Enfin,
Ouais, on entend madame derrière, bah ouais, c'est normal, c'est ça, c'est l'open space, hein. Bah oui, c'est-à-dire que j'ai pas encore de bureau, tu vois, de salle de stream, ça va venir. Je me mouche en public aussi. Enfin, la qualité arrive, mais c'est pas encore non plus, tu vois, le truc très propre, hein. Ça reste quand même un peu ghetto. Mais c'est ça qui fait que CLES, hein, CLES, la revue de presse du monde moderne, tous les matins. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je ne saurais vous dire merci. Tous ces merci que je dois à la France. Je pourrais les dire. Écrire un livre, par exemple. Le temps du stream. Le temps de Twitch. Je commençais alors à streamer au sortir du deuxième confinement. C'était pour moi une façon simple et habituelle de reprendre le contact avec mes concitoyens. Bah oui, c'est super mieux qu'avant. Mais je vous avais dit qu'on arriverait petit à petit à trouver une solution. Et voilà, très propre serait chiant. Mais bien sûr, mais c'est quand même mieux quand ça coupe pas tout le temps et quand tu vois le son est bon. On se dit quand même. Non, j'ai pas le Covid. Je me suis fait tester, ça va. J'ai pas le Covid. Moi, je me fais tester régulièrement parce que je suis obligé pour les plateaux et tout. Donc, je me mets des cotons-tiges dans le nez. C'est super. Alors, il y en a qui sont plus violents que d'autres, hein. Il y a des pharmaciens, il faut leur dire arrête, t'es fou. Il y en a un là, je suis allé l'autre jour. Le mec, il voulait faire les 2 narines, il va à fond. Et puis, je suis ah là, mais faut pas faire comme ça. Il dit monsieur, je vais pas pouvoir faire. Je dis mais non, mais ça va pas. Monsieur, c'est moi qui fais le problème. Moi, je dis oui, mais vos camarades, ils font pas comme ça. Et lui, il voulait y aller à fond, tu vois, qu'il voulait faire mal. Disant, pourquoi tu t'es pas vacciné? Je suis obligé de creuser ton nez, là, c'est nul. Puis après, t'as ceux qui font ça gentiment. Ouais, un peu de tout, quoi. Alors, la revue de presse dans le jacuzzi, ça, il faudra que vous soyez 1000 pendant plus d'une semaine à venir tous les matins sur cette revue de presse. Et Antoine et moi, on sera dans le jacuzzi. Et on vous fera la revue de presse tous les deux. Mais pour ça, on en est loin, on est qu'à 334, 400. Donc j'espère qu'on sera à 1000 avant la fin de l'année, qu'on fasse un jacuzzi de Noël, ce serait formidable. En tout cas, si vous voulez ça, parlez de cette revue de presse, abonnez-vous, n'hésitez pas, il y a Patreon d'un côté, il y a Twitch pour s'abonner, il y a YouTube aussi. Le mieux évidemment c'est les 1000 sur Twitch, donc abonnez-vous ici. Parlez-en de cette revue de presse parce que je trouve qu'elle n'est pas assez connue encore. Et pourtant, Dieu sait qu'elle est bien, Dieu sait qu'on y met du cœur à l'ouvrage, Dieu sait qu'on y met de l'amour, Dieu sait qu'on y met de la bienveillance. Et pourtant, Dieu sait qu'on essaye d'être positif dans cette revue de presse, de vous dire que même si l'apocalypse nous est promis, nous pouvons vivre un moment joyeux dans cet apocalypse. D'ailleurs, je vais mettre en ligne bientôt un débat que j'ai eu avec 3 dessinateurs qui ont chacun écrit à leur manière sur l'effondrement et l'apocalypse. Et le débat est très drôle. Il y a Lévi Strondheim, notamment, vous connaissez peut-être, de Lapino, et 2 autres auteurs excellents. Je vous invite à l'écouter. Il sera bientôt dans les podcasts du monde moderne. C'était au Cabaret Vert, festival qui a lieu dans l'est de la France, à Charleville-Mézières. Et de l'impro, bien sûr, toujours de l'impro. Des bretelles, des cigares, du capitalisme, de l'amour, un peu aussi de développement durable, un mug avec Trump, un chat noir irascible, la revue de presse du monde moderne. Parlez-en, faites-en la pub, soyez sympas, partagez. Quoi à Charleville, le Cabaret Vert, c'était ces derniers jours avant le Festival international de la marionnette. Et le monde moderne y était. On a animé quelques tables rondes. Bah oui, chez toi, j'y étais, chez toi il y a un mois. Je vous donne rendez-vous demain. Alan Barth n'y était pas, non, c'est d'autres dessinateurs. Je vous donne rendez-vous demain. Jeudi, ce sera Antoine. Ciao Alexis, ciao tout le monde. Je lis, hein. je me dis pas au revoir, je suis pas aussi grave. Je veux voir ça. Non, mais tu peux t'abonner sur Patreon, pas de problème. Et puis, l'idée, c'est pas d'être abonné, c'est 1000 vues pendant une semaine de ce stream. Et Antoine et moi, on sera dans le jacuzzi. Voilà, vous avez quand même des rêves, des rêves bizarres. Vous rêvez pas d'être millionnaire, vous. Vous rêvez pas de changer de costume. Vous rêvez pas de changer de SUV. Vous êtes particulier quand même. Vous êtes particulier. Bon, allez, je vous dis à demain. Je vais passer dans l'autre salle, l'autre appel. Avec madame. Allez, bisous, prenez soin de vous. Demain, c'est mercredi, j'aurai la matinale chez Sud, mais j'enchaînerai d'une manière ou d'une autre. Allez, ciao.